aujourd'hui Bruno Sicardi. Bruno Sicardi, il est professeur à Sorbonne Université, il est astrophysicien à l'Observatoire de Paris au département du Lésia. Et il va nous parler aujourd'hui des petits corps, ce qui est sa spécialité, et d'un en particulier. Je pense que vous avez tous remarqué la dernière publication dont Bruno est signataire, parmi bien sûr d'autres chercheurs. Et bon, Bruno, je te laisse la parole parce que sinon je vais dire des bêtises. D'accord. J'espère ne pas en dire moi-même. Bien, donc oui, donc je vais vous présenter des résultats récents qui concernent un anneau découvert autour de Kawar. Donc, je vais en parler un petit peu plus en détail, et en particulier du problème, entre guillemets, que pose cet anneau, en particulier en ce qui concerne la limite de Roche. Donc, voilà, je clique dessus, voilà. Donc, en fait, de manière générale, les anneaux sont connus donc, depuis un certain nombre d'années pour Saturne, donc plusieurs siècles autour de la planète géante Saturne. Et puis, dans les années 70-80, on a découvert des anneaux autour des autres planètes géantes, à savoir Jupiter, Uranus et Neptune. Et il se trouve qu'en 2013, nous avons découvert la technique d'occultation stellaire que je préciserai. Un anneau autour de Chariclo, qui est un petit corps de type Centaure qui orbite entre Uranus et Saturne. Et donc, 3 ans plus tard, alors c'est 2017, là, en fait, il y a un typo, autour d'une planète naine qui s'appelle Haumea. Donc, les dessins ne sont pas du tout à l'échelle. Vous en rendrez compte tout de suite dans les diapos suivantes. Donc, Chariclo et Haumea sont absolument minuscules par rapport aux planètes géantes. Alors, hop. Donc, ce travail a été publié la semaine dernière dans la revue le 19 février et il implique donc des chercheurs donc, dans le cadre d'un projet ERC que j'ai dirigé entre 2015 et 2021, des chercheurs, des postdocs, des thésards, donc aussi bien à Paris où le projet ERC a été développé, donc sur différentes thématiques, dont en particulier les anneaux de Kawar, mais d'autres sujets comme l'atmosphère de Pluton ou l'atmosphère de Triton ou d'autres objets transneptuniens. Alors, ce travail se fait, le travail de projet ERC s'est fait en collaboration avec d'autres équipes. Donc, d'une part, à Grenade, en Espagne, et donc, qui ont collaboré de manière étroite. Nous avons collaboré de manière étroite sur différents projets. Et puis, au Brésil, donc, il y a des gens, il y a donc aussi bien des gens post-permanents que des thésards, des doctorants, qui ont travaillé sur un ensemble de projets, dont je répète en particulier Kawar. Donc ici, vous voyez en fait l'illustration de ce qu'on appelle la méthode des occultations stellaires. Donc j'entends des bips en permanence, Nicolas. Donc, Ah oui, désolé, c'est les entrées des gens dans les salles d'attente, mais tu ne pourras pas y échapper. Ok, d'accord. Donc je sais qui rentre, je sais qui sort. Bien, donc ici vous avez une illustration de donc une occultation stellaire. Donc vous avez ici Chariclo qui passe devant une étoile et l'étoile disparaît derrière quelque chose, donc Chariclo en l'occurrence, mais également derrière du matériau autour de Chariclo, qui est représenté ici en bas par une courbe de lumière, donc qui est la courbe de lumière de l'étoile en fonction du temps. Et lorsqu'on a une résolution temporelle suffisante pour filmer, entre guillemets, ce phénomène, on peut arriver à des résolutions de l'ordre du kilomètre sur, ici, Chariclo, par exemple, ou l'anneau. Donc, voici la courbe de lumière de la découverte donc, de 2 anneaux autour de Chariclo en 2013, qui montre le corps central, et puis de chaque côté, de manière symétrique, un anneau assez dense, qu'on appelle C1R, et un anneau moins dense, à peu près 10 fois moins dense, qu'on appelle C2R. Alors ici, vous avez
illustration de ce qu'on peut voir donc par un petit télescope autour de Saturne. Donc, on distingue les anneaux, c'est ce que vous voyez en gros Galilée, ou même pas en fait. Et donc, si on a des instruments plus puissants, comme le Hubble Space Telescope, on voit les anneaux dans leur détail avec la division de Cassini. Et si je zoome, en guillemets, sur une image Cassini, donc prise lors de survol de Cassini dans les années 2000, on voit un tout petit objet. Alors ici, c'est moi qui l'ai mis, évidemment, Chariclo n'est pas à l'intérieur, à la limite, à l'intérieur de la division de Cassini des anneaux de Saturne, mais c'est pour vous donner une échelle de la petitesse, si vous voulez, de cet anneau, donc de Chariclo en l'occurrence, par rapport à Saturne. Donc ce sont vraiment des anneaux minuscules, des anneaux de poche, et ça nous a surpris de voir qu'il y avait des anneaux donc, qui reproduisent finalement les anneaux de Saturne ou les anneaux d'autres planètes géantes, mais à une échelle beaucoup plus restreinte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les occultations stellaires sont extrêmement puissantes, puisqu'elles permettent d'imager donc cet anneau. Elles permettent de détecter cet anneau, pas de l'imager. Et ici, vous avez donc une image Hubble qui a été prise en 2014-2015 et qui montre en gros, alors toutes ces taches que vous voyez, c'est du bruit, donc on a poussé le contraste au maximum et on a essayé de voir ce qu'il y avait autour de Chariclo. Et ici, j'ai inséré, donc c'est moi qui ai inséré un petit diagramme qui montre en fait Chariclo, qui est le tout petit point blanc au centre avec l'anneau autour. Donc vous voyez que les occultations permettent facilement, en guillemets, avec des petits télescopes, de détecter cet anneau, mais en fait, même avec des images Hubble ou aussi de James Webb Telescope, on n'arrive pas à avoir une image claire et détaillée de ces anneaux. Donc, vous voyez qu'en fait, Chariclo et les anneaux sont en fait de l'ordre de grandeur, voire plus petits que le pixel même de Hubble ou du pixel de James Webb. Alors, pour venir à Kawar, ici, vous avez trois images, donc des vues d'artistes. Alors, vues d'artistes pour Kawar et des images prises par la sonde New Horizons en 2015, qui montrent à l'échelle Pluton, son satellite Charon, qui est à peu près 2 fois plus petit que Pluton. Et puis, en haut à droite, donc, une vue d'artiste de Kawar, puisqu'on n'a pas d'image détaillée de Kawar. Qui fait à peu près la taille de Charon, donc je répète, à peu près la moitié de la taille de Pluton. Et Kawa, un satellite, Wewatt, qui n'est pas mis à l'échelle, enfin qui n'est pas mis à la bonne distance. Ici, je l'ai mis juste à côté de Kawa pour que vous ayez une idée de la taille relative de Wewatt et Kawa, sachant qu'à cette échelle-là, Wewatt devrait être largement en dehors de la diapositive. Alors, pour faire court, donc la surface de Kawar, donc le spectre, si vous voulez, de la surface de Kawar, montre qu'il y a de la glace d'eau, la surface de Kawar, il y a un petit peu de méthane, un petit peu de C2H6, et puis donc un peu plus de la moitié de cette surface serait composée de matériaux organiques sombres. Alors, les paramètres de Kawar sont donnés ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il a été découvert en 2002. Il orbite en moyenne en 43-44 unités astronomiques du Soleil. Techniquement, c'est ce qu'on appelle un Kubewano, c'est-à-dire un objet transneptunien dans une zone relativement calme de la ceinture de Kuiper, où il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de perturbation forte particulier de Neptune sur cet objet. Voilà, donc ensuite il y a donc des estimations de la taille, de l'albédo et de la période de révolution, à peu près 17 heures, qui complète un petit peu ce tableau. Ça, c'est une vue donc perpendiculaire du système solaire où on a indiqué ici donc l'orbite de Pluton en violet, l'orbite de Neptune en bleu et l'orbite de Kawar, donc qui est un petit peu au-delà de Pluton. Alors, les observations que je vais discuter ici ont été faites, donc des observations d'occultation stellaire, comme j'ai illustré précédemment, qui ont été faites entre 2018 et 2021 de différents endroits du monde. Donc, d'une part, avec un télescope robotique du projet HESS, donc en Namibie, qui était piloté depuis l'Allemagne. Des observations faites en 2019 par le plus gros télescope actuellement au monde, le Grand Telescope aux Canarias, donc de 10 mètres 40 de diamètre. Des observations faites avec le télescope spatial Kéops, donc dédié
donc au transit exoplanétaire, mais qu'on a détourné, entre guillemets, pour observer une occultation par Kawa en 2020. Et puis en 2021, des observations faites par des amateurs en Australie avec des télescopes assez petits, entre 30 et 50 cm de diamètre. Donc voici ici la détection de quelque chose autour de Kawar. Donc l'occultation par Kawar n'a pas eu lieu, donc l'onde de Kawar est passée à côté de ces observateurs, si on peut dire. Et ils ont quand même observé un phénomène, donc disons une atténuation de l'étoile assez profonde qui indiquait quelque chose était autour de Kawar, donc du matériau dense qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce matériau, on s'aperçoit qu'il correspond à un arc de matière, puisque ces observateurs étaient séparés les uns des autres par une centaine de kilomètres. On projette dans ce qu'on appelle plus tard, en fait, ce qu'on a vu comme étant un anneau de Kawar. Ça représente un arc de matière d'à peu près 360 km de long, donc à peu près 5 degrés en azimut, si vous voulez, en longitude, le long de cet arc. Alors, ceci, c'est l'observation faite en 2019, où on avait en fait déjà soupçonné la présence de matériaux autour de Kawar. Donc, vous avez ici 4 images, 4 courbes de lumière qui viennent de la même caméra qui s'appelle Hypercam, qui a enregistré à peu près 10 Hz de cadence le phénomène d'occultation. Donc, on voit au centre de la diapo l'occultation par Kawar. Et cette occultation a été observée dans 4 bandes différentes, donc G, R, I et Z, qui est l'infrarouge proche. Voilà. Et on voit que sur les meilleures courbes, en tout cas, avec des détails à droite et à gauche, on voit que l'étoile a partiellement disparu, a été atténuée par quelque chose. Donc là, on s'est aperçu qu'il y avait déjà en 2019 qu'il y avait quelque chose qui se promenait autour de Kawar. Alors, c'est à la limite du bruit, mais il y avait quand même un soupçon assez fort de quelque chose sous forme possiblement d'anneau ou d'arc ou de jet de matière ou de coma ou d'enveloppe de poussière, en fait, peu importe. Alors, quand on regarde les données de Kéops, alors vous avez une courbe de lumière ici, donc le signal en provenance de Kéops, donc des images qui ont été prises à une cadence d'une image toutes les 3 secondes. Et là, vous voyez, j'ai étiré au maximum l'échelle. Donc ici, vous avez une chute de signal de 5% par rapport à 1, qui est le niveau normalisé, donc hors occultation. Et vous voyez que l'étoile a été atténuée de quelques pourcents de manière symétrique par rapport à Kawar, qui est ici au centre, donc qui est la chute de lumière principale due à l'objet opaque, donc Kawar. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on replace tout ça donc dans le plan du ciel, donc on reprojette tous ces événements qui individuellement sont un peu difficiles à interpréter. Donc on voit ici donc en rouge, les petits points rouges sont les détections de ces événements autour de Kawar reprojetés dans le plan du ciel, et on voit en fait que l'ellipse noire donc explique tous ces événements par un seul objet, à savoir un anneau qui entoure Kawar. Donc ici, j'ai indiqué à peu près à 4100 km, un peu plus de 4000 km de Kawar. Alors, cet objet est assez bizarre, puisque d'une part, parfois, il atténue la lumière de l'étoile d'une fraction de %, comme ici, par exemple. Parfois, c'est très profond. Donc, ça veut dire que c'est un anneau, de toute manière, qui était, dès le départ, on a vu que c'était inhomogène, donc avec des parties denses et des parties moins denses. Alors, voici donc ce qu'on a déduit de ces observations. Donc, le rayon de cet anneau, qui représente à peu près 7,4 rayons de Kawar. Alors, on s'aperçoit en fait que cet anneau, quand on le compare à l'orbite de Waywood, du satellite Waywood, il est peut-être un peu incliné, mais en fait, cette inclinaison 5 degrés est marginalement significative, c'est-à-dire on peut dire en fait, au bar des Raprés en tout cas actuellement, cet anneau est coplanaire avec l'orbite de Waywood. Sa largeur est variable, donc aussi entre 8 km dans la partie la plus dense, et l'anneau peut s'étaler jusqu'à 300 km en largeur, avec une épaisseur optique qui varie également vous voyez ici, de 2 ordres de grandeur, de 0,3, donc ça c'est un anneau dense, à 0,03, donc 0, une fraction de %. En revanche, si on multiplie donc cette épaisseur optique par la largeur de l'anneau, dans les parties les moins denses et les parties les plus denses, on s'aperçoit que donc ça représente en gros la quantité de matière
contenu dans la coupe qu'on a faite dans l'anneau, on s'aperçoit que ça oscille entre une fraction de kilomètre et à peu près 2 kilomètres. Donc, en fait, la quantité de matière contenue dans ces profils, soit large mais peu opaque, soit étroit mais relativement opaque, l'intégrale donc de la largeur par l'épaisseur optique reste de l'ordre de grandeur du kilomètre. Donc, c'est relativement constant, ce qui veut dire qu'il y a plus de, disons que la quantité de matière contenue dans ces coupes reste relativement constante en longitude. Et quand on regarde un petit peu ce qu'on a observé sur l'ensemble des années, donc on a repris également 2 observations faites depuis 2011 de ces occultations par Kawa, qu'on fait une statistique assez simple donc des événements détectés avec un arc dense, donc la partie dense de l'anneau, donc l'arc, si on peut dire, et qu'on fait donc la statistique par rapport à toutes les coupes qui ont montré qu'il y avait un signal de surprise suffisant pour le détecter. On s'aperçoit que cette partie dense doit représenter à peu près 8% de la circonférence totale de l'anneau, donc une longueur d'à peu près 2000 km. Alors, la chose remarquable de cet anneau, c'est qu'en fait, il est largement à l'extérieur de la limite de roche de Kawar, qui est indiqué ici en haut, donc en rouge, et qui est comparé ici avec les limites de roche en blanc ici. Donc, on voit que l'anneau de Haumea est à l'intérieur de la limite de roche. L'anneau de Chariclo est peut-être un petit peu à l'extérieur de la limite de roche, mais il faut savoir que la limite de roche est un concept assez flou, donc ce n'est pas une limite très stricte. Mais disons que tous les anneaux des planètes géantes et des petits objets découverts jusqu'alors étaient donc proches ou à l'intérieur des limites de roche respectives des planètes. Ici, vous avez un dessin, une image, où vous avez ici les anneaux de Saturne avec la limite de roche en pointillé en blanc ici, et les anneaux principaux de Saturne. Et à droite, donc multiplié d'un facteur 100, vous avez Kawar avec sa limite de roche et puis l'anneau avec sa partie dense ici. Donc, on voit qu'on est largement à l'extérieur de la limite de roche. Alors, ceci, c'est une illustration qui est dans l'article, un article News and Views qui accompagne notre article de Nature de jeudi dernier et qui montre donc les planètes géantes ici avec leur limite de roche en jaune ici. Et puis, les limites de roche de Chariclo et de Haumea avec les anneaux de nouveau indiqués en blanc. Alors, vous voyez en particulier que pour les planètes géantes, à mesure que l'on se rapproche, par exemple pour Saturne, de Saturne, donc, on a essentiellement d'abord des satellites qui sont à l'extérieur de la limite de roche, puis un mélange de satellites et d'anneaux, puis uniquement des anneaux. Donc, l'image de roche, enfin de la limite de roche, c'est que à l'intérieur de la limite de roche, on a essentiellement des anneaux, comme ici. Ensuite, on s'approche de la limite de roche, donc on commence à accréter des satellites. Et une fois qu'on est bien à l'extérieur de la limite de roche, qui pour Saturne est ici, vous voyez, on n'a que des satellites, et idem pour Uranus et idem pour Neptune. Voilà. Donc, on ne sait pas si actuellement il y a des satellites près d'Haumea et de Chariclo, parce qu'on n'a pas suffisamment de résolution pour les détecter. Mais on voit de toute manière que l'anneau d'Okawa est bien à l'extérieur de la limite de roche ici, à droite. Sachant que ce dessin-là, c'est un dessin d'artiste, donc ça n'a absolument rien à voir avec nos détections et nos occultations. Donc, c'est simplement le dessinateur a voulu indiquer ici que cet anneau est inhomogène avec des parties denses et des parties moins denses, mais toutes les structures que vous voyez ici sont entièrement, disons, des vues d'artiste. Donc, l'idée qu'on avait, la limite de roche jusqu'à aujourd'hui, c'est que si vous prenez un satellite, que vous le rapprochez d'un corps, ici, par exemple Kawar, lorsque vous rentrez à la limite de roche, il est brisé, il forme un anneau. Et qu'en contrario, si vous avez un anneau qui migre, par exemple, à l'extérieur, ou qui existe à un moment donné à cause d'un impact sur Kawar ou sur un satellite, donc ce matériau près de la limite de roche va s'accréter, va former un satellite, et en particulier au niveau de l'anneau de Kawar, il devrait être accrété complètement en satellite et donc ne pas exister. Donc en fait, on a un problème, c'est que l'anneau de Kawar se trouve à un endroit où, d'après le critère de Roche en tout cas, il ne devrait pas exister. Alors il se trouve que les lois de collision entre des particules de glace, ce n'est pas quelque chose d'évident de connaître, mais il y a eu des mesures de laboratoire, c'est-à-dire des gens qui ont pris des particules de glace, qui les ont fait cogner dans le vide,
à différentes températures et qui ont regardé ce qu'on appelle le coefficient de restitution, le coefficient de rebond. Donc 1, ça veut dire que c'est des collisions parfaitement élastiques, où les particules repartent à la vitesse à laquelle elles sont arrivées, l'une par rapport à l'autre. Et 0 veut dire que la vitesse après collision est nulle, c'est-à-dire que les particules restent collées l'une contre l'autre. Et l'essentiel des modèles qui ont été faits jusqu'à maintenant utilisés, des modèles donc utilisés jusqu'à maintenant, ont utilisé cette loi donc, expérimentale de Bridge et al., oublié déjà il y a presque 4 décennies, et qui représente bien en fait les anneaux de Saturne, en particulier les structures que l'on devine, ou les structures dont on a des indications indirectes pour les anneaux de Saturne. Donc on arrive bien à reproduire d'une part la limite de Roche pour les anneaux de Saturne en tout cas, et les structures, donc des instabilités qui se propagent dans l'anneau de Saturne via cette loi-là, qui a été incluse dans ce que j'appelle ici le modèle 1. Mais on s'est intéressé du coup à d'autres mesures qui ont été faites à plus basse température, donc des coefficients de rebond de la glace à des températures plus basses, donc ici 123 degrés, et qui du coup sont plus élastiques. Donc vous voyez que le coefficient de rebond est supérieur, sachant que cette température reste quand même assez élevée par rapport à la température des anneaux de Kawar, qui doit être de l'ordre de grandeur vu la distance, donc le Kawar au Soleil, de l'ordre de 40 degrés Kelvin. Donc, ça veut dire que si on passe de glace relativement chaude, en guillemets, à de la glace plus froide, et peut-être éventuellement donc, à des glaces encore plus froides à 40 degrés Kelvin, on a des collisions. La leçon principale de ce diagramme est de montrer qu'on a des collisions de plus en plus élastiques. Alors ça, c'est un diagramme un peu technique qui montre en bas la masse volumique des particules de l'anneau, ici de Kawar, en kilogrammes par mètre cube, sachant que la glace normale et courante que vous avez dans votre frigo, c'est plutôt 1000 kg par mètre cube. Les petits satellites de Saturne assez poreux, c'est plutôt dans les 300, 400, 500 kg par mètre cube. Et tout ce qui est roche, silicate, tout ça, c'est plutôt dans les 3000 kg par mètre cube. Voilà. Ici, on a un ordonnée, vous avez les vitesses, l'état stationnaire, des vitesses relatives, la dispersion de vitesse dans un anneau. Donc ça, c'est le résultat d'une simulation faite par un collègue à Oulu, en Finlande, Heikki Salo, qui a donc fait des simulations avec des particules de différentes masses volumiques, ici dans une taille de 1 mètre, et avec un anneau d'épaisseur optique 0,25 qui représente la partie dense de ce que j'appelle l'arc de l'anneau de Kawar. Alors autant, si vous voulez, si vous avez des modèles 1 canoniques classiques à différentes densités, vous avez ici à partir de 100, 200 kg par mètre cube, donc très poreux. Vous voyez que vous rentrez dans une zone grise qui est la zone où en fait on accrète le matériau en satellite, ce qui est indiqué ici. Donc ici vous avez des particules au niveau, donc là je répète, c'est des simulations qui représentent l'anneau de Kawar, donc à la distance observée de l'anneau de Kawar actuellement, donc à 7,4 rayons de Kawar. Vous voyez que lorsque vous dépassez en gros 100 ou 200 kg par mètre cube, donc je répète qui est extrêmement poreux, vous accrétez le matériau en satellite. Donc, en fait, on peut voir ceci comme une transition de phase dans un gaz, dans un système. Vous avez ici donc un disque collisionnel qu'on peut représenter comme un gaz. Alors, les particules de ce gaz sont les particules de l'anneau. Et ici, vous avez dans la zone grise une transition de phase où les particules s'accrètent les unes aux autres et donc forment des satellites ou un ou des satellites et donc font disparaître l'anneau. Voilà. Alors, si vous regardez le modèle 4, donc, il utilise cette loi de Labo, je répète, ce n'est pas une loi que nous, on a posée, une loi ad hoc que nous-mêmes avons posée. On s'aperçoit que ce modèle 4, donc, en utilisant différentes masses volumiques, donc, vous voyez que les dispersions de vitesse à l'intérieur de cet anneau sont de l'ordre du centimètre par seconde, ou quelques millimètres par seconde, et que, en fait, vous restez dans la zone blanche, même pour des particules relativement denses. Donc ici, vous arrivez quasiment à 5000 kg par mètre cube. Donc 5000, c'est déjà c'est plus de la glace, quoi. Ça devient des rochers assez denses. Donc, vous voyez qu'on peut maintenir des particules en collision qui ne s'accrètent pas, bien au-delà de la limite de Roche, bien qu'on ait des particules relativement denses. Donc, voilà.
Donc, ceci, c'est un zoom de ce qui est indiqué dans la diapo précédente. Donc, ici, vous avez dans les simulations de ce collègue, donc Heikki Salo en Finlande, vous avez une petite boîte de 100 mètres de côté, avec des particules de 1 mètre de diamètre, de rayon, pardon, dans le modèle 1, donc celui qui est relativement inélastique, et je répète, utilisé pour représenter en particulier donc, la dynamique des anneaux de Saturne. Donc, vous voyez que pour des matériaux de 60 kg par mètre cube, donc des matériaux extrêmement poreux, donc assez irréalistes, vous voyez que ici vous arrivez donc dans ces anneaux de Kawar, on commencerait à former des instabilités. Et si on dépasse en gros les 100 kg par mètre cube, on accrète toutes ces instabilités sous forme de satellites. Alors que si on utilise le modèle K, donc je répète, plus élastique, même pour des particules relativement denses, donc de 5000 kg par mètre cube, on arrive toujours à maintenir un anneau collisionnel à cette distance, donc grande, 7,4 rayons de Kawar. Et il faut arriver à des densités de 6000 kg par mètre cube, donc non seulement c'est de la roche, mais c'est de la roche qui devient très dense pour pouvoir accréter ce matériau. Alors, ceci donc explique pourquoi l'anneau de Kawar peut exister actuellement. Donc, qui, en fait, la raison principale est que dans le critère de Roche, ce qui manque comme ingrédient, c'est que le critère de Roche compare ce qu'on appelle les effets de marée de Kawar à l'autogravité entre les particules. Et donc, à cette distance de Kawar, ces effets de marée sont faibles. De l'anneau de Kawar, les effets de marée sont faibles. Donc, les particules, d'après ce critère, comme les effets de marée restent inférieurs aux attractions mutuelles des particules, ils devraient s'accréter. En fait, ce qui manque dans ce critère, c'est l'effet dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut considérer la vitesse des particules les unes par rapport aux autres. Et que donc, si les particules arrivent, se cognent et repartent avec une vitesse suffisante, donc si les collisions sont suffisamment élastiques, elles repartent l'une par rapport à l'autre à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de libération mutuelle des deux particules, qui n'est pas donc dans le critère de Roche lui-même. Donc, le critère de Roche, on peut dire un critère statique, alors qu'en fait, le vrai critère de Roche doit être un critère dynamique. Alors, le problème, c'est qu'à ce moment-là, les particules restent dans un état où elles sont dispersées, cognent les unes par rapport aux autres, elles ne s'accrètent pas, mais en fait, l'anneau étant étroit, en fait, le problème, c'est que cet anneau devrait disparaître, non pas à cause d'une accrétion, mais simplement par dispersion dans l'espace. Alors, c'est là qu'intervient un deuxième ingrédient, qui est la résonance 1/3. Et de manière remarquable, si vous regardez donc, les anneaux de Kawar, Haumea et Chariclo, et ici, j'ai indiqué en vert, la petite flèche verte, c'est la position de la résonance 1,3 avec Kawar. Alors, la résonance 1,3 avec Kawar, c'est une résonance spin orbite. Il veut dire plus pratiquement que pour ces trois anneaux, une particule de l'anneau fait une révolution autour du corps central, lorsque ce corps central fait 3 révolutions sur lui-même. Donc 3 rotations plutôt. Donc 3 rotations de Kawar correspondent à une révolution d'une particule de l'anneau de Kawar autour de Kawar. Alors ça peut être un hasard, mais là on a commencé à se poser des questions. Même déjà lors de la découverte d'un autre Chariclo, puis d'Haumea, on a vu que les deux étaient proches de la résonance 1/3, et donc on voit de nouveau que cette résonance opère, en tout cas, est proche de l'anneau. Alors toujours donc avec ce collègue finlandais, donc il y a eu on a démarré des programmes de simulation. Ici c'est une illustration avec Chariclo, avec à peu près, donc il y a ici des particules de 200 mètres de rayon, 7500 particules. Donc c'est relativement gros. On estime plutôt, en tout cas pour les anneaux de Saturne, que les plus grosses particules à l'intérieur des anneaux de Saturne sont de l'ordre de 10 mètres. Donc ça reste encore des particules assez grandes. Et là, nous avons mis donc ce qu'on appelle une anomalie de masse. Donc ça peut être une petite montagne ou un cratère qui va donc rendre le potentiel de Chariclo non axisymétrique, qui va créer cette résonance 1/3. Donc ça, ce sont les conditions initiales en bas à gauche. L'anneau est de part et d'autre la résonance. Donc au bout d'un peu moins de 2 ans, la résonance va exciter l'excentricité des particules qui va un petit peu s'étaler, donc correspond à cette excitation des excentricités. Et après un certain temps, en fait, donc on voit que l'anneau
grâce à cette résonance, va être confiné. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez rapide. Vous voyez qu'ici, ça a lieu en une vingtaine d'années. Donc, on essaie pour l'instant de comprendre, donc c'est assez compliqué. D'une part, la topologie de la résonance 1 sur 3, qui est une résonance ordre 2, et d'autre part, les problèmes, ce qu'on appelle d'inversion du flux de moment angulaire dans cet anneau sont relativement compliqués. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, la simulation montre qu'il est possible de confiner cet anneau, sachant que les particules sont encore assez grosses par rapport aux particules réalistes, et sachant également que l'anomalie de masse que nous avons mise ici est largement supérieure à ce qui pourrait être obtenu avec des détails topographiques à la surface de Chariclo. Donc, ça reste une grosse perturbation avec des grosses particules. Donc, c'est encourageant parce que ça montre que la résonance peut donc confiner l'anneau, mais ça reste quand même pas forcément réaliste. Donc, il faut maintenant aller un peu plus loin avec des particules d'une part plus petites et des anomalies de masse plus réalistes. Voilà, donc en fait, pour conclure tout ça, c'est que donc Kawar a un anneau dense. Alors, dense, ça veut dire pour moi que les particules ont une collision tous les tours, ou tous les quelques tours. Donc, même la partie de l'anneau qui fait une fraction de pourcent en épaisseur optique est considérée dense parce que dans un tel anneau, il suffit de quelques révolutions pour qu'une particule subisse une collision avec une autre particule. Donc, la dynamique de ces anneaux est dominée par ces particules. Alors, c'est opposé à des anneaux ténus qu'on observe autour de Saturne, par exemple, qui sont très loin de Saturne, donc également à l'extérieur de la limite de Roche de Saturne, mais où les particules sont des particules micrométriques qui ne rencontrent jamais les autres particules et qui s'échappent comme ça de l'anneau et qui sont en permanence reproduites, si vous voulez, à l'intérieur de cet anneau. Donc là, on parle d'anneau dense dans le sens anneau dominé par les collisions. Donc cet anneau varie en épaisseur optique de manière drastique, en largeur également. Il est largement à l'extérieur de la limite de Roche. Donc nous avons montré, grâce donc, à des simulations numériques qui se basent elles-mêmes sur des coefficients de rebond obtenus en laboratoire, que en fait, pour des collisions élastiques, ou plus élastiques en tout cas que précédemment supposé, on peut inhiber l'accrétion. Et que le deuxième ingrédient donc important pour cet anneau, c'est que, d'accord, et donc il n'est pas accrété en satellite grâce à ces collisions élastiques, mais d'autre part, il faut le confiner quand même. Donc ça veut dire qu'il y a un autre ingrédient qui doit intervenir, et cet autre ingrédient serait la fameuse résonance 1 sur 3. Voilà, donc là, je vais, si ça marche, lancer une petite simulation, une petite animation. Donc, qui montre, voilà, donc c'est juste une simulation qui montre une illustration, donc pas une simulation, qui montre les dont je viens de parler, donc Chariclo, Haumea et ok, voilà. Et Kawa. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour cette présentation. Donc, si vous voulez poser vos questions, et je vous y encourage beaucoup, vous levez la main par le module de chat et je vous ouvre le micro. Moi, j'ai déjà une première question pour amorcer. Attendez, je vais laisser la parole à Anthony Berdeux. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous voyez toujours mon écran là? On voit la présentation PowerPoint en slide. D'accord, très bien. Okay. Donc, allez-y. Oui. Allô? On a perdu Anthony. Ouais. Zut. Alors, il y a Gilles Maîtris, peut-être qui prend la place. Essayer. Oui, allez-y, on vous entend. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux questions de béotiens. Premièrement, lors des chocs successifs,
on doit avoir une perte d'énergie malgré tout, ils ne sont pas parfaitement élastiques. Et donc, on pourrait peut-être s'attendre un peu à ce que ces chocs soient de moins en moins forts, sauf s'ils sont réexcités par la gravitation, j'imagine. Est-ce que c'est un peu ça qui se passe? Et la deuxième, c'est est-ce que la résonance 1.3, c'est un peu une sorte de hasard, mais ça a été évoqué pour 3 systèmes différents, ou est-ce qu'elle a un rôle privilégié par rapport à d'autres résonances? Oui. Donc, pour répondre à la première question, en fait, c'est important de voir qu'effectivement, il faut maintenir une dispersion de vitesse. Donc, cette dispersion de vitesse, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, la résonance 1/3 excite l'excentricité des particules et donc réalimente cette excitation. Alors, il y a une autre source de l'excitation des particules, c'est le mouvement keplérien différentiel, de toute manière, indépendamment de toute résonance, c'est-à-dire que dû au fait que les mouvements des particules sont essentiellement localement keplériens, donc vous avez alimenté une dispersion de vitesse simplement du fait que les particules internes tournent plus rapidement, tournent autour de Kawar plus rapidement. Alors, discutons dans l'article de Nature d'une autre possibilité d'agitation de maintenance de cette dispersion de vitesse qui sont par des petits corps, des petits satellites, des clumps, donc qui sont en train de se former, donc des sortes d'agglomérations de petits corps, de petits satellites qui exciteraient également cet anneau, les particules des anneaux. Voilà, donc il y aurait éventuellement des grosses particules ou des petits satellites qui pourraient également exciter ces particules. Alors, pour la deuxième question, oui, la résonance 1/3 est spéciale. En fait, il y a 2 types de résonances qui sont spéciales dans le zoo, si vous voulez, des résonances. C'est les résonances d'ordre 1, par exemple 4/3, 3/4, 5/6, etc. Et les résonances d'ordre 2. Donc, techniquement, la résonance 1/3 est une résonance d'ordre 2. Il se trouve que les 2 résonances peuvent exciter une orbite initialement circulaire. Donc, si vous prenez une particule des anneaux initialement sur orbite circulaire, les 2 seuls qui peuvent exciter une orbite circulaire sont les résonances d'ordre 1 et les résonances d'ordre 2. C'est des questions de topologie, en fait, de l'espace du portrait de phase de ces résonances. Quand vous passez aux résonances d'ordre 3, 4, 5, l'origine portrait de phase de ces résonances est un point stable. Donc, c'est-à-dire en pratique que si vous mettez une particule d'orbite circulaire pour des résonances d'ordre supérieur à 2, une orbite circulaire va rester circulaire de manière stable. Après, elle peut être excitée et avoir donc, des excentricités fortes, mais initialement, donc, un anneau circulaire lui-même ne va pas être excité. Voilà. Donc, ça veut dire que il y a tout un intervalle de micro-taxes autour de la résonance qui fait, dans le cas de Kawar, qui fait plusieurs dizaines de kilomètres, où on peut exciter ces excentricités. Donc, ça veut dire que oui, la résonance 1/3 est spéciale en tant que résonance d'ordre 2. Merci. Est-ce que Anthony veut poser sa question? Oui, désolé, j'ai eu un problème d'Internet. Ça n'a de rien. Du coup, j'avais 2 questions qui sont peut-être un peu liées à ce qui vient d'être répondu. La première, c'était de savoir si pour exciter la résonance, il fallait absolument une masse localisée comme fait dans la simulation ou une asymétrie du corps central avec un J2 légèrement modifié, c'est suffisant, mais c'est des simulations pour plus tard. Et la deuxième question que j'avais, c'était, là, les objets dont vous avez parlé, c'est tous des trans-neptuniens. Et je voulais savoir s'il n'y en avait pas dans la ceinture d'astéroïdes parce que le coefficient élastique change parce qu'on est plus près du Soleil, donc la glace est différente, ou si c'est juste qu'on ne les a pas encore trouvés. D'accord. Donc, la première question, c'était sur Une asymétrie du corps central. la symétrie. Donc, là, ce qu'on fait pour les simulations, c'est une grande simplification. Donc, on met une montagne sur la surface du Chariclo ou d'autres corps. Hein, d'accord. Mais il est clair qu'il n'y a aucune raison que ça soit une asymétrie, une anomalie de masse localisée. Ça peut être quelque chose à l'intérieur du corps.
Donc, c'est un moyen simple et illustratif de dire, bon, une montagne de 10 km va faire ça. Mais en fait, en réalité, probablement ce qui se passe, c'est que cette anomalie de masse est probablement interne. Donc, c'est le coefficient qui crée une asymétrie, une non-axisymétrie, donc une asymétrie azimutale du potentiel. Le fait de dire que ça à la surface et que c'est une montagne ou un cratère, c'est une simple illustration, mais ça ne représente probablement pas une vraie anomalie de masse. Sachant que, par exemple, pour les planètes géantes, les potentiels sont extrêmement axisymétriques. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas de... Donc, typiquement, la masse contenue dans les termes non axisymétriques de Saturne, c'est à peu près 10-11, 10-12 fois la masse de Saturne. Donc, c'est rien. Par contre, les termes non axisymétriques, donc dans Chariclo ou Haumea, ce sont représentent des masses par rapport au corps central de 1%, une fraction d'1%. Donc, il y a plusieurs ordres de grandeur supérieurs. Alors, vous parliez du J2. En fait, le J2 est relié à un aplatissement. Donc, c'est un terme axisymétrique. Donc, ce n'est pas le J2 qui provoque ces résonances. Parce que le J2, c'est simplement un terme supplémentaire d'aplatissement qui ne crée pas d'asymétrie dans le potentiel, donc il ne crée pas lui-même de résonance. Il faut aller donc avec des termes non axisymétriques. Voilà. Donc, la deuxième question était sur les astéroïdes. Alors, pourquoi il n'y a pas d'anneau aux astéroïdes? Alors, il faut savoir, c'est que Chariclo n'est pas un objet transneptunien. Pardon. Actuellement, en fait, il orbite entre Uranus et Saturne. Mais on pense que c'est un objet transneptunien qui a été perturbé par Neptune et qui a commencé à faire des allers-retours, des jeux de ping-pong par les mini-planètes géantes. Donc, Chariclo n'est pas un objet actuellement transneptunien, mais c'est un objet d'origine transneptunienne. Donc, il vient de bien au-delà de Neptune. Et donc, il est représentatif d'un objet transneptunien. Donc, est-ce qu'il a transporté son anneau avec lui lorsqu'il est venu de la zone transneptunienne? Est-ce que cet anneau s'est formé plus tard, une fois qu'il était près de Saturne et Uranus? On ne sait pas. Alors, par contre, ce qui est remarquable, c'est que autant on a l'impression qu'il y a des anneaux un peu partout, puisqu'on a découvert 3 anneaux autour de corps, donc du système solaire extérieur, mais qui sont par centaines. Donc, c'est-à-dire que si on en a observé 3, il n'y a qu'une raison que ce sont les 3 seuls qui existent. Donc, ça veut dire que probablement dans les années qui viennent, on va voir des anneaux autour de ces corps. Alors, pour les anneaux de Saturne et celui de Chariclo en particulier, on a des indications très claires que ce sont des anneaux de glace. Donc, pourquoi il n'y a pas d'anneaux autour des astéroïdes? Alors, il n'y a pas de corps glacés au niveau des astéroïdes. Donc, il y a de la glace sur certains astéroïdes ou à l'intérieur de certains astéroïdes, mais ce sont surtout des corps rocheux. Donc, pourquoi il n'y a pas d'anneau, par exemple, de roche autour de roche au sens du matériau, pas d'Édouard Roche, mais si vous voulez, pourquoi il n'y a pas d'anneau formé de rochers, de silicates? Pourquoi il n'y a pas d'anneau autour des astéroïdes? Supposons qu'ils étaient impactés par un autre astéroïde, il y a un disque qui se forme autour. Et pourquoi il n'y a pas actuellement plein d'astéroïdes? Alors ça, je ne sais pas. Donc, pourquoi, en fait, le fait d'être en anneau est réservé à des particules de glace? Alors, ça peut être lié à la nature même du matériau, c'est-à-dire que la glace peut se fractionner lors des collisions, former des particules plus petites, donc toute une cascade, si vous voulez, de collisions, réaccrétion, collision, avec un matériau relativement fragile qui permet à la fin d'avoir des anneaux, donc de moudre tout ça et d'obtenir des anneaux qui vont rester sous forme de de particules de glace, quelques centimètres ou quelques mètres. Alors, pourquoi ce n'est pas possible de moudre, si vous voulez, un matériau de rocher, de silicate, de le moudre pour arriver à la même chose, c'est-à-dire des milliards de particules lors du mètre et du centimètre. Donc, je pense que c'est lié à la nature même du matériau et du résultat des collisions qui font que les particules rocheuses, si vous voulez, ne sont pas aptes à se transformer en anneaux. Mais c'est une question de physique des matériaux. Donc là, je ne suis pas spécialiste de ce type de physique. Quoi qu'il en soit, vu le nombre d'occultations par des astéroïdes, on en observe plusieurs par jour, vu le nombre de missions spatiales, donc d'images proches qu'on a eu des astéroïdes, aucun de ces astéroïdes n'a montré d'anneaux.
Alors que si on fait une statistique de comptoir, si vous voulez, sur les objets extérieurs, on s'aperçoit qu'il doit en avoir plein d'anneaux, je veux dire. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas autour des astéroïdes montre que soit on est extrêmement malchanceux ou, au contrario, extrêmement chanceux pour les objets transneptuniens, soit plus probablement que, pour une raison ou pour une autre, les silicates, les matériaux rocheux en général, ne peuvent pas former des anneaux. Merci Bruno pour cette réponse. Il y avait une question de Brett, si tu veux prendre la parole. Bonjour Bruno. Vous m'entendez? Oui. C'est quoi la limite du diamètre de notre petit satellite excentrique qui croise l'anneau? Le petit satellite excentrique, c'est-à-dire… Oui, bah, ça veut dire que s'il y a une toute petite satellite qui croise l'anneau, ça peut empêcher l'agglomération de l'anneau. Et il y a déjà un satellite, je pense, de Polar. C'est quoi la limite observationnelle d'autres satellites autour de Polar? C'est une bonne question. Alors, Waywatt est très éloigné à cette échelle-là. Oui. Donc, si vous prenez cette image que j'ai ici, bon, celle-ci, je ne sais pas si… Attendez, je vais partager. Hop, voilà, partager l'écran. OK, toc, OK, partager, voilà. Donc, à cette échelle-là, l'anneau est à un peu plus de 7 rayons de Kawar. Et Waywatt est à 24 rayons de Kawar. Donc, il est bien à l'extérieur de la diapositive. Oui, non, je ne propose pas que Par Waywatt contre, fait quelque chose. Mais… Oui, donc la question, c'est quelles sont les limites de petits satellites ici, c'est ça? Oui, Oui. c'est Ben, 1 km, 10 km. Ben, il n'y a aucune recherche actuellement. Hein. Alors, pour vous donner une idée, le pixel de télescope Hubble, à cette échelle-là, est plus grand est à peu près 2 fois plus grand que Kawar. Donc, si vous prenez une image par Hubble, vous avez dans un pixel, vous avez donc Kawar, et puis dans le pixel adjacent, vous avez l'anneau. Et idem pour James Webb, qui a une PSF, donc à peu près comparable. Même, ouais. La même, peut-être un peu meilleure, mais bon, ça veut dire que pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est des images qui, au moins, alors au niveau, je ne pense pas que ça soit possible à cause de la résolution aussi bien de Hubble que de James Webb. Mais ce qui vaudrait la peine, c'est voir s'il n'y a pas de satellite encore à l'extérieur. Puisque là, même ici, si vous voulez, on reste trop proche. Ouais. Il faut voir qu'un objet brillant, entre guillemets, qui fait une magnitude 18 et quelques, ces satellites, s'ils font 1 km, ça veut dire qu'ils ont des magnitudes de l'ordre de 23 à 24, donc ce sera très difficile de les détecter. Mais je pense que ça vaut la peine, effectivement, d'essayer de pousser au maximum donc les performances de James Webb ou de Hubble pour voir s'il y a des petits satellites. Alors, nous avions fait cet exercice pour Chariclo et proche, alors on n'était pas arrivé jusqu'aux anneaux de Chariclo parce que la résolution de Hubble n'était pas suffisante, mais on arrivait typiquement à des limites de satellites près de ou un peu à l'extérieur des anneaux de Chariclo de l'ordre de 3-4 km. Hein, d'accord ? Donc là, je pense que c'est plus difficile parce qu'on est plus loin, donc c'est des objets plus faibles, mais d'autre part, James Webb est un télescope plus grand. Donc, mais je pense qu'on pourrait arriver à avoir des limites de satellites de l'ordre d'une dizaine de kilomètres de diamètre. Peut-être pas ici, mais peut-être éventuellement un peu plus loin de Kawar. Ouais. Bah, oui, ça c'est la limite observationnelle et ça peut être transformé en limite théorique. Est-ce qu'on peut… est-ce que dans ces simulations, est-ce qu'on peut calculer le diamètre d'un petit satellite qui peut empêcher l'anneau d'agglomérer? Alors oui, ça c'est intéressant, mais on ne l'a pas encore fait ça. Hein, donc c'est des simulations qui sont extrêmement exigeantes au point de vue donc calcul après. Hein. Donc en fait, c'est ce qu'on va essayer de faire évidemment. Mais pour l'instant, ce qu'on montre, c'est que
ces particules, dans certaines conditions, s'agglomèrent rapidement et forment des objets de quelques dizaines de mètres de diamètre. Mais la simulation n'est pas assez puissante actuellement pour simuler de manière complètement autonome et cohérente comment des milliers et des milliers de particules s'accrètent, comment ils vont former un satellite et comment ce satellite lui-même va avoir une rétroaction sur l'anneau. Alors, pour vous donner une idée quand même, c'est que dans l'anneau F de Saturne, qui est un anneau assez inhomogène, il y a différentes indications, aussi bien théoriques qu'observationnelles, qu'il y a des corps satellitaires ou des grosses particules qui font typiquement une centaine de mètres de diamètre. Donc, ça donne une idée, au moins pour l'anneau F de Saturne, qui montre qu'il y a des corps, si vous voulez, accrétés, qui alimentent en permanence l'anneau lui-même en poussière, en plus petites particules. Et typiquement, on pense qu'il y a plusieurs milliers de corps accrétés à l'intérieur de l'anneau F de Saturne, et typiquement leur taille de l'ordre de 100 mètres. OK, merci. Il y avait une question pour Daniel, si tu veux prendre la parole. Bonjour, merci Bruno, bonjour Bruno tout le monde. J'avais peut-être un commentaire, question et une question. Je ne sais pas s'il faut demander si Roche avait tort ou si Sicardi l'avait mal lu, parce que comme je comprends, un Roche, il parle que des effets de marée. Lorsque les effets de marée deviennent importants, là, la cohésion qu'on a par gravitation mutuelle n'est plus assez forte. Par contre, il ne prend pas en compte la dissipation, et là c'est super intéressant ce que vous avez fait. Alors, c'est un titre évidemment volontairement provocateur. Mais après, ma question, ça serait justement aussi c'est vrai qu'on voit souvent les modèles de formation de satellites parce qu'il y a beaucoup de dissipation et donc ils se forment même rapidement. Et ma question, ça serait peut-être aussi, qu'en est-il alors des théories de formation, modèles de formation des satellites planétaires de Saturne, par exemple, à partir des anneaux, justement, par accrétion? Est-ce que ça veut dire qu'il faut favoriser les modèles 1 pour cela et les modèles 4 pour Quaoar? Est-ce que là, tu as déjà des indications sur quelle est on va dire, la validité du modèle 4? Est-ce que ça commence à une certaine distance dans le système solaire ou est-ce qu'il pourrait être aussi valable ailleurs? Et d'ailleurs, c'est quoi les modèles 2 et 3? Oui, alors, après, c'est compliqué. Il faut lire l'article de Nature. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas encore lu. Il va falloir que je le fasse. Non, après, il y a des modèles intermédiaires, il y a des modèles avec différentes tailles de particules, etc. D'accord. Donc, il y a des modèles où la coefficient de rebond ne dépend pas de la vitesse, mais est constant, etc. Donc, il y a différents. Là, j'ai pris les deux modèles extrêmes, si on peut dire, pour pas trop obscurcir la discussion. Mais voilà. Alors, donc, ce qu'a dit Roche, c'est qu'un satellite liquide, fluide, qui rentre dans cette limite est dispersé. Mais il n'a jamais été question pour Roche de dire qu'est-ce qui se passe si on a un anneau, est-ce qu'il va s'accréter ou pas. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les scientifiques ont utilisé ce critère pour dire on est à l'intérieur de la limite de Roche, on a des anneaux, on est à l'extérieur de la limite de Roche, et tout anneau qui existe à l'extérieur de cette limite de Roche s'accrète en satellite. D'accord? Mais sans s'occuper de savoir si c'est possible ou pas. Et j'ai discuté avec Isalo, donc qui a fait ces simulations, il m'a dit qu'il avait dit, il y a, je sais pas, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, il dit, ah tiens, il y a d'autres lois de collision, est-ce que je pourrais, pour m'amuser, les simuler? Et il m'a dit, bon, ben, après le temps a passé, et puis bon, tous les anneaux se comportaient bien, étaient à l'intérieur des limites de Roche, donc je n'ai pas été trop motivé pour lancer des simulations qui utilisent d'autres modèles de collision. Donc c'est plus, si vous voulez, un manque de motivation qu'une impossibilité à le faire. Donc, on aurait très bien pu discuter ce critère de Roche autour des planètes géantes, ou n'importe quel corps d'ailleurs, il y a 30 ans. Donc, ce n'était pas en fait une limitation des simulations et des calculs, c'est simplement une limitation dans la curiosité qu'on peut avoir là-dessus. Alors, le problème, c'est qu'en science, quand on a des idées un peu farfelues, dans 99% des cas, elles ne marchent pas, donc ça n'a aucun intérêt. Et donc, la motivation n'est pas très grande si les modèles existants, donc le modèle 1, guillemets, explique tout ce qui se passe autour de Saturne. On n'a pas trop de motivation pour dire on va aller sur d'autres modèles. Voilà. Donc, c'est essentiellement, si vous voulez, si tu veux, c'est essentiellement un manque de motivation pour discuter ce genre de choses.
J'avais regardé, par exemple, lorsque nous avions découvert les anneaux de Chariclo, s'il y avait eu des articles dans le siècle passé sur des anneaux autour des petits corps, style astéroïde ou n'importe quel corps, en fait. Et il y a 0 article, même pas un farfelu quelconque au fin fond de, si vous voulez, dans une université lointaine ou pas lointaine d'ailleurs. Il n'y a personne qui a dit ici, dans ce papier, nous allons considérer la possibilité d'anneaux autour d'un petit corps. Voilà. Donc, mais de nouveau, c'est un manque de motivation. C'est un manque de motivation qui dit que bon, bah, le référé va répondre ce n'est pas observé, donc ça n'a aucun intérêt. Et que ça... Voilà. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que ce qu'on a observé remet en cause les mécanismes même d'accrétion. Je ne veux pas dire que ça remet en cause, par exemple, pour Saturne, ça marche. Parce que on a des modèles qui disent qu'à l'extérieur de cette limite, des anneaux qui seraient arrivés à l'extérieur de cette limite vont s'accréter. Et quand on regarde les anneaux formés et les satellites autour de Saturne, on s'aperçoit qu'on arrive à un modèle cohérent où les satellites, juste à l'extérieur de la limite de roche de Saturne, en taille, en distribution de rayons, sont cohérents par rapport à cette idée que, hors la limite de roche, tout s'accrète. Voilà. Donc, on avait un scénario global, donc ça veut dire que, basiquement, d'une part, les modèles de collision et d'autre part, le critère de Roche classique s'applique bien et explique de manière cohérente ce qu'on observe autour de Saturne. Mais ça veut dire que la nature a simplement d'autres routes et que, par exemple, si on s'éloigne dans le système solaire, la glace autour de Saturne, elle fait typiquement 90 Kelvin en température. Là, on est plutôt à 40 Kelvin, donc ça veut dire que les collisions sont différentes. Donc, ça veut dire que les mécanismes même de collision sont différents. Donc, ça peut s'appliquer à d'autres systèmes dans l'univers. Si vous avez des systèmes exoplanétaires avec des particules, ces disques exoplanétaires sont tous largement en dehors des limites de Roche des étoiles respectives. Et donc, on dit simplement ils vont s'accréter. Mais ça veut dire simplement que dans certaines conditions, cette accrétion est inhibée. Alors, est-ce qu'il faut à la fois des collisions élastiques, à la fois une résonance qui maintient la dispersion de vitesse? Donc, est-ce qu'il y a 2 ingrédients qui font que c'est à cet endroit-là qu'il va survivre? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une image, par exemple, où il y a plein de petits satellites autour de Kawar qui sont accrétés, sauf à la résonance 1/3 où l'anneau est resté sous forme d'anneau. Voilà. Alors, pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de résolution suffisante pour dire, il y a plein de satellites qui sont accrétés et c'est cette zone-là où l'accrétion a été inhibée. C'est vrai que, comme le disait Gilles, comme le disait Gilles, même si le coefficient de restitution est plus important, il reste quand même en dessous de 1, donc c'est plus le temps d'accrétion après qui va changer. Donc il faut sauf qu'il y a une transition de phase, c'est ça qu'il faut voir quand même. Hein, d'accord. C'est une limite brusque, je pense. On passe en anneau collisionnel à un anneau accrété, enfin donc un non-anneau, si vous voulez, un anneau accrété. Donc ça ressemble plus à une transition de phase en thermodynamique. Hein, okay. Ce n'est pas quelque chose de graduel, c'est-à-dire que c'est soit l'anneau reste sous forme d'anneau, soit brutalement, il s'accrète. C'est-à-dire que si on avait un petit bouton qui permet de dire on a un anneau, puis on diminue le coefficient de restitution, on verrait que d'un coup, à un moment donné, tout s'accrète. Et tout s'accrète rapidement. Dans les simulations, c'est quelques jours, hein, d'accord ? On n'est pas en train de parler de plusieurs millions d'années. Donc, ça ressemble plus à une transition de phase où on a un gaz dont on diminue la température et d'un coup, la température donnée, le gaz se condense en place. Voilà. Merci. On va bientôt conclure. Moi, je vais me permettre quand même une dernière question peut-être naïve. Comment sont choisies les cibles? Omaway, Coar. Alors là, ce qu'on choisit, c'est des objets d'intérêt. Alors, par exemple, il y a un autre objet qui s'appelle Chiron, autour duquel on soupçonne un anneau. On ne sait pas trop ce que c'est, en fait. C'est un anneau. Chiron est un corps qui ressemble à Chariclo, qui est à peu près de la même zone, même taille. Après, il y a les gros corps, comme Kawar, Makemake, Eris. Donc là, on essaie d'avoir leur forme. Et puis, on essaie, en fait, de choisir dans le zoo, si vous voulez, de tous ces corps du système solaire externe, des représentants de chaque population. Donc, des corps plutôt en résonance avec Neptune, ça s'appelle Plutino. Après, un représentant de corps plus dans une zone calme du système solaire, comme Kawar.
Et il se trouve que grâce à la mission Gaïa, on a actuellement beaucoup plus d'occultations prévues et réussies qu'il y a de gens pour les observer. Donc, on est passé d'une situation, on observait de temps en temps une occultation en essayant de faire ce qu'on pouvait, une situation où on a beaucoup plus d'événements qui sont humainement observables. Donc, à ce moment-là, il faut choisir parmi tous les événements qu'on a. Et le choix est scientifique, c'est-à-dire on dit, est-ce qu'il y a de l'atmosphère? Par exemple, un des buts, par exemple, de ces observations de Quaoar, c'est voir si Quaoar a ou pas une atmosphère. Parce que c'était un des meilleurs candidats pour avoir une atmosphère. Donc là, il semble qu'il n'y en ait pas. Alors, on va peut-être en détecter une ou avoir une limite supérieure intéressante. Donc, ce que je veux dire, c'est que parmi les milliers, les centaines de milliers de corps là-bas, et parmi les milliers d'occultations prévues, on essaie de choisir dans chacune des grandes classes de ces objets un objet allongé, un objet aplati, un objet en résonance avec Neptune, un objet qui pourrait avoir une atmosphère, un objet qui est un bon candidat pour avoir un anneau, etc. Mais vive Gaïa, je dirais, puisque Gaïa nous a permis de devenir difficile dans nos choix. C'est-à-dire maintenant, on peut choisir, alors qu'il y a 5 ans, on ne pouvait pas choisir, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Bruno. Je pense qu'on va en rester là. Plus personne ne lève la main. Merci beaucoup aux participants là, pour alimenter la discussion. Le séminaire est enregistré donc prochainement sur YouTube. Le mois prochain, ce sera Pierre Carvela qui nous parlait de Alpha Centauri, mais je n'ai pas encore son résumé, donc je ne peux pas en dire plus. Et la date n'est pas, ça existe encore entre 2 mardis. Donc suivez les annonces. Merci beaucoup à tous. Au revoir et à la prochaine fois. Au revoir.